Bon, ben, on va revenir un peu sur la numérotation thématique. Parce que là, elle est un peu pourrie quand même. Donc, dans le gabarit, je vais zoomer sur un des numéros, page de gauche ou page de droite. Et on va le formater, lui donner un certain aspect. Donc, vous sélectionnez le bloc dans le gabarit, votre balise A, et vous allez dans la palette caractères, menu texte caractère, lui donner une certaine dimension, une certaine police de caractère que vous allez utiliser. Bon, je vais en prendre une vraiment particulière ici, voilà. Une certaine couleur. Ah, annuler. Ben oui, si je sélectionne le bloc et je veux changer la couleur, il faut que j'indique que je travaille sur le texte à l'intérieur. Évidemment. Voilà. Bon, mais ça, c'est pas génial de travailler comme ça parce que vous avez donné un aspect à la balise, mais qu'est-ce que ça donne sur des chiffres? Pour le voir, il faut aller dans le document. Il faut double-cliquer. Voilà. Et là, je découvre les chiffres de cette police de caractère que j'ai choisie dans le gabarit en la mettant sur la lettre A. Vous voyez? Et donc, c'est pas génial. Devoir modifier les choses dans le gabarit et ne voir ce que ça donne que quand on va dans le document, c'est pas génial. C'est pour ça qu'on va travailler ici avec deux fenêtres. On l'a déjà fait peut-être? Ça vous rappelle quelque chose vaguement? Peut-être dans Illustrator, on avait fait ça. On va faire une nouvelle fenêtre sur le même document. Menu fenêtre, disposition, nouvelle fenêtre. Ensuite, fenêtre, disposition, mosaïque. Évidemment, si vous avez plus qu'un document ouvert, ça va être un peu foireux. Mais là, j'ai un document ouvert, deux fenêtres ouvertes sur le même document. Je suis allé dans fenêtre, disposition, nouvelle fenêtre, puis fenêtre, disposition, mosaïque. Alors là, dans la fenêtre de gauche, par exemple, je clique sur la barre de titre de la fenêtre de gauche. Je vais aller double-cliquer sur l'icône du gabarit. Et je vois ma balise. Et dans la fenêtre de droite, je vois une des pages du document avec le numéro. Je peux passer sur une autre page, etc. On est d'accord? Et là, c'est quand même plus sérieux. Travailler comme ça, c'est assez génial. Modifier le gabarit et en même temps voir les modifications dans le document. Donc, là, j'y vais. Je sélectionne le bloc qui contient la balise de numérotation automatique. Je sélectionne le bloc avec la flèche noire dans le gabarit. J'indique que je vais travailler sur le texte. Je choisis la couleur, etc. La police de caractère dans la palette de caractères. Et je regarde de l'autre côté ce que ça donne. Je regarde dans le document ce que ça donne sur des vrais chiffres. Voilà, dimension. Redimensionner le bloc s'il faut. Effets spéciaux si vous voulez. Objet, effet, transparence. Et je vais aller mettre une ombre portée. Bon, si je mets une ombre portée sur l'objet, vu que le fond de l'objet est transparent, ben ça va agir sur le texte. Vous voyez ce que je veux dire? Normalement, quand on met une ombre portée sur l'objet, ça agit sur le fond de l'objet. Mais là, comme le fond est transparent, ça agit sur le texte. Bon, ceci dit, vous pourriez aussi faire les choses de manière assez réglementaire, c'est-à-dire quand vous mettez l'effet spécial là sur... là, vous indiquez que vous allez le mettre sur le texte à l'intérieur du bloc.
Bien. On a quand même un truc foireux. Et avec l'ombre portée, c'est un mauvais exemple, mais intéressant quand même, c'est que sur toutes les pages maintenant, c'est l'ombre de la lettre A qui se retrouve, en fait. Vous avez vu ça? L'ombre des chiffres? Ah bon? Il faut que je fasse la mise à jour de mon document. Il y a peut-être un truc bizarre ici. Moi, j'ai l'ombre de la lettre A. OK. Ben, c'était peut-être pas une bonne idée de le mettre sur le texte alors. Ah, ici, ça marche. 52, on a l'ombre de 52 là. Bon. Pas question de mise à jour des effets. Donc, pour régler l'ombrage, c'est dans ombre portée ici, vous avez le décalage, la distance, la taille. Ah oui. Donc, pour l'instant, j'ai quand même la lettre A qui apparaît comme ombre, moi, dans la fenêtre de droite. Hein. Ah oui, hein. Enfin, vous voyez le principe, hein, l'intérêt de ça. Je suis pas convaincu par mes ombres. Hein. Elles sont pas à jour. Truc bizarre, là, quand même. Finalement, je vais peut-être pas en faire parce que ça me perturbe plus qu'autre chose, ces ombres. Mais enfin, vous avez vu le principe, hein, vous choisissez donc la police du caractère, la dimension, la couleur, etc. Et vous voyez directement dans le document ce que ça donne. Alors voilà, on va faire un style pour la balise ici. Vous sélectionnez avec l'outil texte la balise, vous cliquez dedans. On va faire un style, donc menu texte, style de paragraphe. Donc dans la palette style de paragraphe, pendant que vous avez le curseur là qui clignote quelque part dans le bloc, dans le gabarit, vous allez demander nouveau style de paragraphe. Je vais l'appeler numérotation. Appliquer le style à la sélection est coché. Je clique sur OK. Et donc, ma balise a automatiquement pris le style qu'elle vient de créer. On le voit, numérotation. OK? Et maintenant, grâce à ce style, je vais rapidement formater la balise qui est à droite. Donc, vous allez sur la page de droite dans le gabarit. Et évidemment, la balise là qui reste, qui est un peu foireuse pour l'instant, vous allez lui donner le style de paragraphe, numérotation. OK, ça marche? Bon. Alors, vous n'avez plus besoin de deux fenêtres. Vous pouvez, pour l'instant, fermer la fenêtre qui montre le gabarit et on continue à travailler sur la fenêtre du document. Ah oui, votre ombre portée, si vous l'avez gardée, elle n'est pas dans le style des paragraphes parce que c'est un style d'objet, en fait. Il faudrait faire un style d'objet si on voulait l'avoir de l'autre côté aussi. Donc, il faudrait jouer avec les deux choses. Style de paragraphe et style d'objet. En plus, il connaît Gwen. OK, je vais le faire puisque vous en parlez. Je retourne dans le gabarit. Clique qu'on a appuyé l'ombre portée, passe sur le texte sélection de l'objet. L'objet est fait. Ce sont des choses qui peuvent être stockées dans un style d'objet, pas un style de paragraphe. Le seul thing. Alors, voyons un peu. Lueur externe, par exemple. Lueur externe, je change la couleur ici. Bon, je fais lueur externe parce que les ombres, c'était un peu foireux. On va dans quoi?
Mais ils sont des internes. OK, donc j'ai mis une lueur externe. OK. Et par fenêtre style d'objet, je vais aller créer un style d'objet. Menu de la palette style d'objet, nouveau style d'objet. Je vais appeler ça style sur numérotation. OK. Je vais aller dans l'autre partie, l'autre page là, sur mon bloc ici, et j'applique le style d'objet. Et voilà, ça fonctionne. Donc, il faut jouer avec deux styles. Un qui s'adresse au caractère, enfin le style de paragraphe, et un qui s'adresse au bloc. Mais oui, parce que les ombres, les effets, tout ça, c'est sur le bloc qu'on le met en fait. Et c'est vrai que dans les effets, on peut viser le texte, mais c'est quand même pas un style de paragraphe. On peut dire que l'effet ne va que sur le texte. OK. Bon, c'est un peu compliqué, InDesign, quand même. Hein. Bon, c'est pas un logiciel facile. Space. Non. Bon, ceci dit, j'ai rencontré quelqu'un hier qui m'a dit « Ah, mais je suis rentré dans InDesign, j'ai tout de suite compris comment ça marchait. C'est super facile comme logiciel. » Oui, sauf que c'est quand même, quand on le connaît, on se rend compte que c'est quand même à peu près 6 fois plus complexe que Photoshop. Oui, un quart du tiers de la moitié du quart, en fait. Oui. Voilà ce qu'elle utilise de InDesign. C'est certain, c'est un logiciel très, très vaste. Donc voilà, je retourne sur les pages, je quitte le gabarit et je vois ma numérotation automatique qui se met. Donc en fait, c'est très souple. Ça demande de manuellement mettre la balise dans le gabarit, de manuellement modifier l'aspect de la balise, de la balise du numéro. C'est vrai que ça, par rapport à d'autres logiciels, c'est pas juste cliquer et demander que ça numérote les pages. Mais en contrepartie, c'est très souple. Je peux mettre le numéro où je veux, lui donner l'aspect que je veux. Et ça, tous les logiciels ne le permettent pas. Alors, en étant sur les pages, je peux encore aller modifier le style de paragraphe de la numérotation et le style d'objet. Il n'y a pas de problème, hein, évidemment. Maintenant que c'est l'intérêt du style, c'est que je peux télécommander le gabarit à distance. Je suis en train de regarder le document, je ne suis pas sur le gabarit, et pourtant je peux aller double-cliquer sur le style de paragraphe numérotation et aller changer des choses, notamment à la couleur des caractères. Voilà, couleur des caractères que je vais faire passer par exemple en rouge au lieu de bleu. Case aperçue cochée, ce sera mieux. Voilà, je coche la case aperçue, comme ça je vois directement derrière ce que ça donne. OK. Style d'objet, je double-clique sur le style d'objet que j'ai appelé style sur numérotation. Et là aussi, je peux aller changer l'allure externe, la couleur de l'allure externe. Ben oui, une fois que j'ai fait un style, je ne vais plus dans le menu objet effet, je modifie par le style. Alors. Ah, c'est malin. Faites attention à ça quand vous jouez avec les effets spéciaux. Là, j'avais une lueur externe à la fois sur l'objet et sur le texte. Donc, faut bien gérer ça. OK. Bon, la lueur externe n'est pas télécommandable ici parce que... oui. C'est le style d'objet que je ne me pas dessus. C'est dans le style. Tiens, ça l'a modifié là. Ah, mais oui, évidemment. Évidemment, dans mon gabarit, le style d'objet, je l'ai mis que sur la numérotation de droite, idiot. Donc, je vais aller retourner dans le gabarit, mettre mon style d'objet aussi sur la numérotation de gauche.
Style sur numérotation, voilà. OK, donc à partir de là, quand je reviens sur les pages et que je double-clique sur le style d'objet que j'ai appelé style sur numérotation, je vais pouvoir aller changer la couleur. Voilà, ça marche. Il n'y a pas de problème, la couleur se change, la couleur de ma lueur externe sur le texte. Right to the pound that we need to events. OK. Ah, au passage, vous voyez ceci qui fait partie du nuancier? C'est une couleur qui vient du fichier RTF. Donc, en plus d'importer le texte, tout à l'heure, on a importé une couleur. C'est la couleur, en fait, qui est utilisée pour les hyperliens dans le fichier texte qu'on a importé. Ah oui, vous ne l'avez pas, oui, puisque vous n'aviez pas d'hyperlien. OK, ça va, vous voyez à peu près, possibilité de modifier donc les effets après les avoir appliqués sur la numérotation, sur le bloc qui contient la numérotation. Alors, c'est moche, hein, il faut faire gaffe avec ça. On voit techniquement comment les choses fonctionnent ici, mais attention, c'est assez moche ceci. Quand vous ferez un vrai travail, il faudra vraiment vous éloigner de ça et faire quelque chose de mieux. La numérotation elle est directement dans les galaxies. OK, eh bien, je vais maintenant sur le texte. On va appliquer le style corps du texte à tout le texte du document. Donc, vous êtes dans le document, vous cliquez quelque part, n'importe où, avec le curseur texte, vous cliquez. Tiens, en fait, je vous avais expliqué ce petit outil bizarre, cette espèce de Y à l'envers. Je ne vous ai pas expliqué ce que c'est? Vous savez ce que c'est? Ça vous perturbe pas de voir ce truc? Oui, le curseur, là, cette espèce de double Y à l'envers. Ça vous perturbe pas? Vous vous dites, tiens, c'est normal, c'est comme ça? Ah, je vous montre, comme ça nous fait une petite récréation. Alors, voyons ça. Voilà, c'est un outil d'imprimeur. C'est un outil d'imprimeur. Bon, le modèle qui est montré là dans InDesign n'est pas le même que celui-ci, mais sinon c'est ça, hein, c'est du temps des caractères mobiles, c'est ce qui servait à faire des blocs en alignant des lignes de caractères mobiles. C'est ce qu'on appelle un composteur d'imprimerie. Voilà. Si ça vous intéresse de voir ce genre de choses, il y a encore un musée à Bruxelles où ça se fait. Sinon, il y a aussi le musée à Thoin, je pense, mais je n'ai jamais visité celui-là. À Evere. Alors, musée de la typographie d'Evere. Bon, c'est sur rendez-vous, hein, parce que le monsieur n'est pas toujours là. Et vous allez aussi, oui, c'est Henri Thomas, voilà. Et vous allez également voir une linotype qui est une machine qui automatise la création de lignes de texte en faisant des lignes de plomb fondu, en fait. La linotype. Linotype. La linotype, c'est une machine qui a révolutionné le monde de l'impression et qui a été inventée vers 1880 et jusque dans les années 60, elle était utilisée. Donc c'est quand même une machine qui a été beaucoup utilisée. Mais donc il y a également une linotype. Voilà. Pour les journaux, il y avait ce genre de machine. Vous en aviez 20, 30, 40 qui fonctionnaient en parallèle, avec des gens qui tapaient le texte, et puis il y avait des lignes de plomb fondu qui sortaient. Voilà, la grande époque des journaux. Non?
Oui, oui, évidemment, les lettres à l'envers en relief. Et donc ça, c'est l'évolution suivante après les caractères mobiles de Gutenberg. Vous avez la linotype et il fait également une démonstration de la linotype. Enfin, c'est une marque concurrente de la linotype, c'est une monotype, mais c'est le même principe. Ok, donc musée de l'imprimerie, si vous avez l'occasion d'aller voir, c'est très beau à voir, c'est un très bel endroit, à Evere. Ah, c'est vrai. Alors, donc j'en étais fin de la récréation, je clique dans le texte, je fais un commande A, un contrôle A, je sélectionne tout, et je vais appliquer le style de paragraphe corps du texte. Voilà. Alors, ça marche, ça tombe juste, puisque dans ce document, j'ai réglé la grille de ligne de base pour qu'elle corresponde à l'interlignage du corps du texte. Vous vous souvenez ça? Donc, c'était dans ce document-ci. Ah oui, si je voulais utiliser ce style de paragraphe dans un autre document, il faudrait que j'aille régler la grille de ligne de base dans l'autre document pour que ça fonctionne bien. On ne l'a pas fait. Dans l'autre document où on avait utilisé tout à l'heure le texte, c'est une erreur de ma part. On aurait dû aller régler l'espacement de la grille de ligne de base pour que ça corresponde c'était combien d'interlignage? 18, voilà. Ouais, bien. D'ailleurs, ce serait intelligent d'indiquer. Et là, j'ai cliqué à côté de tout, rien n'est activé. J'ai cliqué à côté de tout, rien n'est sélectionné. Je double-clique sur corps du texte et indiquer dans le style du paragraphe que ça doit être utilisé sur grille des lignes de base 18 points. Voilà, comme ça. On sait que ce style paragraphe est optimisé pour une grille de lignes de base de 18 points. Grille de ligne de base, ça ne veut pas dire gay, lesbienne et bi, ça. GL bitch, oui. Une grille de ligne de base. Non, mais parce que je vois tout de suite, j'ai tout de suite vu que c'est à ça que vous pensiez. Bien, on va créer des titres aussi. Donc, au début du texte, je vais créer un titre. Ah tiens, premier félin, c'est déjà un titre chez moi. Sinon, vous faites un petit paragraphe avec un titre. Hein. Donc, un petit paragraphe, il faut une balise de fin de paragraphe qui indique qu'on a un petit paragraphe. Vous lui appliquez le style titre de premier niveau. Bon, juste après ce paragraphe, vous pouvez enfoncer la touche retour chariot, la touche entrée, et on va faire un sous-titre. Peu importe ce que vous appliquez. Voilà, un sous-titre, mais qui pour l'instant a le même aspect que le titre. Mais on va le sélectionner avec sa balise de fin de paragraphe. C'est important. Si vous oubliez de sélectionner la balise de fin de paragraphe, vous allez avoir un problème. Il ne faudrait pas que la balise ait une certaine dimension et le titre une autre dimension, vous voyez. Il faut vraiment, quand les balises sont affichées, il faut les sélectionner avec. Voilà. Surtout dans CS6. Vous allez avoir des surprises si vous ne faites pas ça. Bien, donc, palette de caractères, je change la dimension, je peux changer la police de caractères, si je veux. Ah oui, vous avez certaines polices qui n'ont pas les lettres accentuées. Il ne faut pas s'étonner que vous ayez parfois des carrés qui apparaissent. Il y a des polices qui ne sont prévues que pour du texte anglais. Ils n'ont pas fait des caractères avec accent. Et nouveau style caractère en Instagram. Voilà. Alors, je vous rappelle que, bon, vu qu'on démarre d'un titre qui avait l'aspect titre, il est fort probable que dans l'appel de paragraphe, la césure soit désenclenchée. Ben oui,
Et ça, c'est très bien. J'aime autant de ne pas avoir de coupure de mots sur des titres. Donc, césure et désenclenché dans la palette paragraphe. Mais ce ne sera pas toujours le cas. C'est parce que là, on a démarré notre sous-titre, on l'a créé juste après un titre, et donc il a pris l'aspect titre. Et vous allez l'appeler, vous allez faire un style de paragraphe au départ de ce sous-titre. Alors, s'il n'a pas le bon aspect pour l'instant, c'est pas grave, puisqu'après, on pourra changer autant de fois qu'on veut les styles. En tout cas, voilà, on va déjà démarrer de ça et on va dire qu'on fait un nouveau style de paragraphe qui va s'appeler titre de second niveau. Et n'appuyez pas trop vite sur OK, parce que vous avez ici quelque chose qui va vous ennuyer beaucoup. Il est indiqué que le style de paragraphe titre de second niveau va être créé d'après le style titre de premier niveau. Pourquoi? Mais ça, c'est le parentage de paragraphe. On aura un paragraphe enfant et un paragraphe parent. Quand je modifie l'enfant, ça ne modifie pas le parent. Quand je modifie le parent, ça modifie l'enfant. Donc, ça peut être utile pour accélérer le travail dans InDesign, de faire en sorte que, tiens, si je change la police de caractère sur les titres, ça la change aussi sur les sous-titres. Si je change la couleur sur les titres, ça change aussi sur les sous-titres. Bon. Mais dans un premier temps, je vais vous dire d'indiquer à la place ici, vous indiquez d'après aucun style. Donc, vous allez casser le parentage que InDesign vous propose là. On ne va pas faire des dépendances d'un style par rapport à l'autre. Il n'y a pas un style qui va être le parent d'un autre. On y viendra parce que quand on va faire un document en plusieurs langues, on fera le style de paragraphe parent qui sera par exemple le style pour le français. Et quand on fera le même style mais pour la langue anglaise, ce sera le paragraphe enfant. Vous allez voir, on va tester ça parce qu'on fait évidemment des documents en plusieurs langues. Ça arrive souvent et on va se faciliter la tâche. On ne va pas juste dupliquer le style et en faire un pour le français, un pour l'anglais. On va faire en sorte qu'il y en ait un qui soit le parent et l'autre l'enfant. Mais donc ici, non. Vous avez bien mis aucun style, d'après aucun style à la place de d'après autre chose. Voilà. Alors, il nous reste à voir différentes choses, notamment la numérotation des paragraphes. En fait, on va numéroter certains paragraphes, les titres et les sous-titres, pas les corps du texte. Ce n'est pas un texte de loi où chaque paragraphe va être numéroté. On pourrait. Ce n'est pas un problème technique. Mais c'est surtout les titres et les sous-titres qu'on va numéroter. Waouh. On ira mettre des images également. On va nettoyer le texte parce que vous avez peut-être remarqué qu'à certains endroits, on a des doubles balises qui se suivent. Ça, on va nettoyer. On va faire en sorte que quand il y a le signe de point, il soit systématiquement précédé d'un espace insécable, un espace non coupable, un espace insécable, un espace qui ne peut pas être coupé. On va travailler aussi les options d'enchaînement, les balises de saut de colonne. Enfin, il y a différentes choses qui vont être vues ici. Mais enfin, on va déjà s'occuper de la numérotation des titres. Bon, mais pour numéroter les titres, ce serait quand même bien d'en avoir plusieurs. Donc, ah oui, ok. On va aller faire des sous-titres. Bon, j'ai un premier titre et un sous-titre. Ben, c'est logique que j'aille créer quelque part un deuxième sous-titre. Vous le créez artificiellement dans le texte. Vous mettez le curseur juste au début d'une phrase dans un paragraphe. Vous enfoncez la touche retour chariot une fois, deux fois, et vous venez travailler sur le paragraphe vide. Donc, vous mettez le curseur texte, je répète, vous mettez le curseur texte quelque part dans un paragraphe, et vous allez le scinder en deux, touche retour chariot une fois, deux fois, et vous travaillez sur le paragraphe vide, et vous tapez votre deuxième sous-titre. Et vous appliquez le style titre de second niveau.
Alors, les sous-titres et les titres, on ne les souligne plus. Ça se faisait dans les années 70, 60, mais on ne souligne plus les titres. Pour faire vraiment la différence entre les titres et le corps du texte, bien, on utilise des caractères différents, des couleurs différentes, des dimensions différentes. Monsieur mon texte, that hash echo tweet symbol. Bien. Donc, après 3 sous-titres, je vais aller mettre maintenant un titre. Évidemment, normalement, ça ne se fait pas n'importe comment, mais ici, c'est juste un test pour voir comment ça fonctionne. Titre de premier niveau, voilà. Ah, tiens, je vais aller retirer celui-là. Ok, à nouveau des titres de second niveau après. Alors, on enregistre. Et on va passer à la numérotation automatique. Voilà, vous cliquez à côté de tout, rien n'est sélectionné. Et on va aller numéroter. Vous double-cliquez sur le style titre de premier niveau. Et là, vous allez jusqu'à puce et numérotation. Non. Type de liste, numéro. Et ça numérote déjà. Ça va jusque-là? Oui. Alors, vous voyez que pour l'instant, c'est un numéro. Ça, c'est la balise qui indique que c'est un numéro. Suivi d'un point, suivi d'un signe de tabulation. Et c'est ce qu'on voit là sur le document. On a un numéro suivi d'un point avec un signe de tabulation. Alors, je vais remplacer le signe de tabulation par un espace. Ce sera quand même plus sympa. Donc, ici, le signe de tabulation, je le remplace par un espace. Donc, c'est point espace après le signe de numérotation. Le signe de tabulation qui était à cet endroit-là a été remplacé par un espace tout simple. Et on voit ce que ça donne là derrière quand on coche et qu'on décoche la case aperçue. Oui, vous allez voir l'espace. C'est peut-être un espace trop grand. Ouais. Je vais le supprimer et je vais aller utiliser le petit gizmo ici. Vous voyez ça? Oui. Et je vais voir si je peux mettre un demi-espace. Insérer un caractère spécial. Vous voyez? Ici. Insérer un caractère spécial. Espace. Oui. Espace fine. C'est quoi un cadre? Alors, un quadratin, c'est justement en rapport avec les caractères mobiles. C'est la hauteur du caractère mobile. Je vais te montrer. Mais donc voilà, j'ai inséré un espace fine et voilà à quoi ça ressemble. C'est un peu plus petit ou pas? Non. Il faudrait un espace ultra fine peut-être. Insérer un caractère spécial, espace ultra fine. OK. Bon, finalement, pas d'espace, c'est mieux. Mais oui. OK, le premier titre de premier niveau.
est numéroté 1. Et le deuxième est numéroté 2. Tout va bien. Alors, toujours en n'ayant rien qui est sélectionné, je vais maintenant modifier le style de paragraphe titre de second niveau. Je double-clique sur le style de paragraphe titre de second niveau. Je vais dans puce et numérotation. Type de liste, numéro. Voilà. Là aussi, je vais supprimer le signe de tabulation. OK. Et voilà, on a le sous-titre qui commence par un 2, ce qui n'est pas très logique. Tout ça parce que le titre au-dessus commence par un 1. Puis le sous-titre suivant, c'est un 3, puis un 4. Et mon titre de premier niveau, le deuxième là, s'appelle maintenant 5 à la place de 2. Ben oui. Donc, toujours en n'ayant rien qui est sélectionné, je double-clique sur titre de premier niveau. Titre de premier niveau est bien le niveau 1 dans la numérotation, dans la hiérarchie numérotation. C'est parfait. Par contre, il faut maintenant que je double-clique sur titre de niveau 2 et que j'indique que c'est le deuxième niveau de numérotation. Donc, niveau 2, ici. Voilà. Et alors, vous avez l'option ici, recommencer la numérotation à ce niveau. Et c'est grâce à ça que le niveau 2 va chaque fois recommencer à 1. C'est grâce à cette option ici que chaque fois qu'il y a un sous-titre qui va suivre un grand titre, ben, il recommence au niveau 1, au numéro 1. Il recommence au numéro 1. Ça va, vous suivez? Ouais. Bon, ben ça, c'est parfait. Hein. Mon premier grand titre, c'est 1. Mon deuxième grand titre, c'est 2. Et puis, j'ai des sous-titres 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sur la page d'après. Voilà. Donc, ce serait chouette si le sous-titre contienne également le numéro du grand titre. Par exemple, ici, ce sera 1, 1. Là, ce sera 1, 2. Là, 1, 3. Et puis, ici, le sous-titre, ça va être 2, 1, 2, 2 et 2, 3. Enfin, vous voyez. Ben, on va faire ça. Vous allez double-cliquer sur, toujours en n'ayant rien qui est sélectionné, vous double-cliquez sur titre de second niveau. Et dans puce et numérotation, vous allez mettre un point devant ici. Point. Voilà. OK, on voit le point. Il est là. Et avant le point, on va mettre automatiquement le numéro du grand titre qui est là avant. Vous avez le curseur qui clignote ici devant le point. Vous allez dans le petit gizmo ici, insérer une balise d'emplacement de numéro. Et vous avez les différents niveaux de numérotation qui existent dans le document. Il n'y en a que 2 actuellement. Et c'est le niveau 1 qui vous intéresse. Donc, dans le niveau 2 de numérotation ici, dans le niveau 2, le titre second niveau, vous êtes en train de faire en sorte que la numérotation commence par le numéro correspondant du niveau 1. OK. Et donc là, ça marche. 1, 1, 1, 2, 1, 3. 2, 1, 2, 2, 2, 3. OK, différentes choses qui vont être vues maintenant. L'habillage de texte, prendre une image et repousser le texte avec. Ensuite, on verra les objets ancrés, c'est-à-dire mettre sur le côté du texte, là, et là, mettre des images qui vont être attachées au texte. Elles vont être dans le flux du texte, sauf qu'elles seront sur le côté.
Donc, c'est ce qu'on appelle les objets ancrés. On pourra aussi avoir, si on veut, des images dans le flux du texte. Mais ça, on a déjà préparé. On a déjà notre style de paragraphe, image centrée dans la colonne, pour faire ça. Enfin voilà, donc habillage de texte. Alors vous allez sur le côté, là, amener une image, fichier importé. Bien, alors cette image, vous la mettez au même endroit que le texte, et vous voyez que, évidemment, elle recouvre le texte. Il est arrivé après, donc, dans l'empilement des objets dans la palette des calques, qu'elle se situe au-dessus des objets, au-dessus du texte. Vous n'êtes pas obligé de regarder la palette des calques, mais je vous montre juste que l'image actuellement sélectionnée, là, elle est évidemment au-dessus des blocs texte dans l'empilement, puisqu'il est arrivé après. Bon, si vous voulez, vous pouvez la placer derrière. Objet, disposition, arrière-plan, ou alors dans la palette des calques, on la déplace. Voilà. Là, on a le texte qui passe par-dessus l'image. C'est complètement foireux, mais pourquoi pas? Et en fait, on va faire de l'habillage de texte. On va faire en sorte que l'image repousse le texte. Qu'elle se situe en dessous ou au-dessus, pas d'importance. Ça va fonctionner. Il vaut mieux quand même qu'elle soit au-dessus, mais ouais, dans un premier temps, vous pouvez la laisser en dessous et on va quand même la remonter parce que ce sera plus facile de les manipuler après les images. Oui, oui. Laissez-la en dessous pour l'instant. Alors, menu fenêtre, habillage de texte. Menu fenêtre, habillage de texte. Laissez-la en dessous du texte. Oui, vous voyez, le texte apparaît par-dessus l'image. Menu fenêtre, habillage de texte. Et vous enclenchez la deuxième icône. Attention, quand on fait ce genre de choses, il faut bien le faire sur le bloc qui contient l'image. C'est-à-dire que si vous avez cliqué sur le réticule ici, ou double-cliquer sur l'image, l'image apparaît avec un cadre brun. Vous êtes en train de travailler au niveau du contenu du bloc. Et il vaut mieux éviter de faire de l'habillage sur le contenu. Vous allez vous embrouiller, vous n'allez pas comprendre pourquoi certaines choses se passent dans InDesign. Donc l'habillage, faites-le bien sur le conteneur, sur le bloc. Donc je clique à côté, je clique une fois sur le bloc. Les vecteurs apparaissent en bleu, c'est bien le conteneur qui est activé. Et là, je mets l'habillage. Voilà, donc l'image repousse le texte. Et même s'il est en dessous, vous avez vu, ça marche. Je mets une marge pour éloigner quand même le texte. On voit la marge qui se matérialise là. On la visualise. Voilà. Bon, voilà, évidemment, si vous me faites rentrer l'image beaucoup dans la colonne, il reste au texte très peu de place pour se mettre et ça commence à faire des choses moches. Donc, il faut quand même faire attention à ça. Là, le texte est justifié et pour pouvoir se mettre correctement, il y a quand même besoin d'un minimum d'espace. OK. Alors, j'enregistre le document. Bien. Alors, je vous montre ici. Regardez, vous allez tester après. Je prends l'outil de transformation manuelle et je vais réduire la taille de l'image avec la touche majuscule. Je vais la placer entre les deux colonnes. Donc, ça fait de l'habillage, c'est pas mal. Quand je regarde en affichage aperçu, je vois quand même que ça va. C'est une mise en page sympa.
Mais alors, j'ai un problème, c'est que l'image se trouve derrière mon bloc texte. On est d'accord? On l'avait envoyé derrière dans l'empilement des objets. Menu calque, palette des calques, je veux dire. Palette des calques. Mon image, elle est là, en dessous. Sous les objets, sous les blocs texte. Et un des deux blocs texte, c'est celui de la page de gauche. Ben, celui-ci, en fait. Hein. Si on regarde le texte ici, premier félin, la piste des fils. Ah, hein, pas Sion, hein, je vous rassure. Premier félin, la piste des félins. J'aime bien rigoler. Des blagues scabreuses. Alors, je sélectionne l'image si je veux, comme ça. On est d'accord? Pas du tout. Ben non, on n'est pas dans Photoshop, on ne sélectionne pas une image comme ça. Si vous voulez sélectionner une image, c'est le petit carré ici. Voilà. Ah oui. Et là, je peux la bouger avec les flèches au clavier. Avec la touche majuscule, voilà. C'est une solution. OK. Autre solution qui pourra vous aider, c'est avec la touche, et là j'ai cliqué à côté de tout, donc j'ai à nouveau pas accès à mon image qui est derrière. Quand vous voulez avoir accès à un objet qui est derrière un autre, touche CTRL et cliquez. Et ça le sélectionne, vous cliquez à son endroit. Et en fait, si vous avez plusieurs objets qui sont empilés les uns sur les autres, avec CTRL, clic, 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 ça va les passer en revue. Et ça les passe en revue, ils se sélectionnent tous les uns après les autres. Vous arriverez à finalement sélectionner le bon. Voilà. Donc là, je fais CTRL-clic, enfin commande-clic sur le Mac, CTRL-clic sur le PC, et je vais la faire passer au-dessus de l'image. Objet, disposition, premier plan, ou alors dans la palette des calques. C'est vrai que je peux utiliser aussi la palette des calques. Mais objet, disposition, premier plan. Et voilà, rien ne change visuellement, mais au moins, là, je peux facilement aller la déplacer où je veux sur la page. Je ne suis pas sûr que tu l'aurais le lien. Voilà, voilà. Donc, ça marche. L'habillage marche sur les images, même si elles sont en dessous du texte. Ça repousse le texte par en dessous, mais c'est quand même plus facile à manipuler quand on les met au-dessus. C'était l'occasion de voir comment avoir accès à un objet qui est caché par un autre, plus grand. Touche CTRL-clic ou alors palette des calques, et bien penser qu'on n'est pas dans Photoshop. Quand on veut sélectionner un objet, c'est pas comme ça, c'est avec le petit carré sur le côté. Bon, alors on va aller chercher maintenant une image et la détourer dans Photoshop et utiliser une image détourée pour faire de l'habillage de texte dans InDesign. Donc un sujet, un cheval, un chien, n'importe quoi. Et on va faire un détourage, c'est-à-dire que le décor va disparaître et on va utiliser ça dans InDesign. Voilà, donc vous récupérez une image. Attends, laquelle? Bon, là, je prends un cheval, par exemple. OK, j'ai tapé Horse Public Domain, tout simplement. On va essayer avec celle-là, éventuellement. Comme ça, ce sera facile à détourer. Ça devrait être facile à détourer vu qu'il est sur un fond vert. Je vais pouvoir peut-être utiliser le système plage de couleurs. Fais-moi un retour. Alors, essayons de faire une sélection par plage de couleurs. Menu sélection, plage de couleurs. Avec la pipette de gauche qui est actuellement enclenchée, ne cliquez pas dessus, ça va la désenclencher. Avec la pipette de gauche qui est actuellement enclenchée, je clique sur le vert du décor.
Puis, avec la pipette plus, que j'enclenche maintenant, je clique sur d'autres vers du décor. Je peux faire un cliquer-glisser. Et vous voyez la silhouette du cheval qui apparaît de plus en plus clairement dans la boîte plage de couleurs. Ça veut dire que la sélection est en train de bien se faire. Ne passez pas sur les piquets bruns, ça risque de sélectionner du brun du cheval. Mais en tout cas, voilà, si vous avez quelque chose qui ressemble à peu près à ça, c'est bon. Oui, je sais vraiment de pas faire les autres trucs. Vous cliquez sur OK. Ce qui est sélectionné, c'est ce qui se situe entre le bord de l'image et le cheval, principalement. En tout cas, le cheval n'est pas sélectionné. Il était noir dans la boîte plage de couleurs, ce qui indique qu'il n'est pas sélectionné. Je fais donc maintenant sélection intervertir. Et là, le cheval est sélectionné. Non, sur le spotted. Donc, on va maintenant transformer en masque de fusion cette sélection. Ça va venir masquer le décor sur le calque. Alors, calque, masque de fusion, faire apparaître la sélection. Donc, c'est ce qui est sélectionné qui doit apparaître, le cheval. Calque, masque de fusion, faire apparaître la sélection. Et voilà. Alors, en effet, dans C6, vous êtes obligé au préalable de double-cliquer sur la vignette du calque pour la transformer en calque 0. Donc, une fois que vous avez transformé dans C6 le calque d'arrière-plan en calque 0, vous allez dans le menu calque en haut de l'écran et vous demandez masque de fusion, faire apparaître la sélection. Ça veut dire que ce qui est sélectionné, le cheval, est ce qui va apparaître. Bien. On va nettoyer le masque parce que notre plage de couleurs, évidemment, nous a aidés, mais ça n'est pas idéal. Donc, Alt-clic sur le masque. Et il va falloir dessiner en noir sur les petites taches blanches. Eh oui. Donc, au pinceau, en noir, je passe sur les petites taches blanches du cheval. Bon, il y a quand même beaucoup de crasse, mais c'est les fleurs, en fait, misère. C'est toutes les fleurs, sans doute, qu'il y avait. Non? C'est Alt-clic. Oui, il y a plein de fleurs jaunes. Il aurait peut-être fallu inclure le jaune à la sélection. Alors, quand j'ai fait plage de couleurs, c'eût été intelligent. Mais bon, c'est pas très grave. Pour l'exercice, ça va fonctionner. Alors, ne soyez pas perfectionniste. Tant que vous enlevez globalement les taches autour du cheval, c'est bon. Ah oui, et l'ombre aussi. Ok, par contre, ce qui est important, une fois que vous avez fait le tour du cheval avec une brosse assez petite, vous prenez une plus grosse brosse et vous dessinez bien en noir sur tout ce qui est autour. Il ne faudrait pas qu'il reste une tache dans un coin. Ça nous poserait des problèmes pour la suite. Il faut vraiment que le décor soit totalement... le décor qui est assez éloigné du cheval, là, il faut qu'il soit totalement invisible. Donc, aucune petite tache. Voilà. Et pour retourner à l'état normal de l'affichage du masque, c'est comme on y est entré, Alt-clic. Je fais Alt-clic et voilà. Okay. Alors, c'est pas génial, mais pourquoi pas? Ça peut être retravaillé après.
Alors, ce fichier, vous l'enregistrez au format PSD. Puisqu'on a un masque de fusion, il n'y a pas le choix, c'est du PSD. Et de toute façon, c'est le meilleur format pour travailler dans InDesign. Vous pouvez le garder ouvert dans Photoshop et vous allez dans InDesign, l'importer dans un premier temps sur le côté, là, sur le plan de montage. Donc, fichier importé. L'image Photoshop, cliquez, glissez. Et voilà. Bon, après, vous allez pouvoir la déplacer à un endroit où il y a le texte, avec la flèche noire. Vous la déplacez. Ben, pas là où on a déjà mis l'autre image. Ce serait quand même bien de tester à un autre endroit. Voilà. Bon, là, je la laisse au-dessus. Hein. Je l'ai fait passer en dessous tout à l'heure, l'autre image, pour vous montrer que ça marchait par en dessous, l'habillage de texte, pour vous expliquer aussi comment avoir accès à une image qui est derrière un bloc plus grand. Mais ici, je la laisse au-dessus, cette image-là. Bon, le détourage est un peu foireux, évidemment, mais ça peut être retravaillé. On n'a effacé aucun des pixels de l'image dans Photoshop. On a fait juste ajouter un masque. Il se trouve qu'il est un peu foireux, mais sinon, ça va marcher. Alors, voilà. Oui. Bien, donc votre image est sélectionnée. Vous allez dans la palette habillage de texte. Donc, quand on va dans habillage de texte et qu'on enclenche l'icône ici, la deuxième, c'est normal que ce soit le cadre de l'image qui repousse le texte. Mais vous avez une troisième icône ici qui est censée prendre en compte l'objet à l'intérieur du cadre et pas le cadre. Ben, vous voyez, c'est ce que ça veut dire. Hein? Pas le cadre, mais vraiment l'objet à l'intérieur. Sauf que quand vous l'enclenchez, ça ne change rien. Et c'est pour ça qu'il faut aller dans Objet, Masque, pour créer de la transparence, en fait. Donc, dans menu Objet, Masque, Options, créer de la transparence, notamment par une détection des contours, puisqu'on a un fond uni. Voilà, détection des contours. Et voilà, on a l'habillage. Alors oui, vous avez un bloc ici qui va permettre d'éloigner un peu l'habillage. Une fonction bloc, voilà. 5 points, touche tabulation. Ah oui, mais sauf que ça rentre à l'intérieur du cheval. Si on met des points ici, vous voyez, 15 points, il rétrécit. Mais il faut mettre un négatif alors, moins 15 par exemple. Voilà, on éloigne la détection automatique de l'objet. On éloigne en faisant une valeur négative en points ici. Donc, objet masque, détection des contours et éventuellement, vous pouvez éloigner. Et vous avez donc un habillage. L'objet habille le texte. Parfait. Presque. Pas mal, ça. Hein? Après, il faut redimensionner pour laisser quand même assez de place dans les colonnes pour que ça ressemble à quelque chose. Voilà. Vous vous souvenez, il faut quand même que les mots aient de la place pour se mettre. Et vous voyez, c'est pour ça qu'il fallait que dans Photoshop, notre masque là soit bien noir autour du cheval pour être certain qu'il n'y ait pas, lors de la détection des contours, une partie qui soit détectée et qui influence l'habillage. Thierry. Mais donc voilà, il y en a certains parmi vous, pour une raison que j'ignore, dans ces 6, vous avez été obligé d'utiliser la couche alpha. Donc dans Objet, Masque, Options. Alors maintenant, il faut voir si vous n'avez pas une image qui est super petite au niveau du nombre de pixels. Est-ce que vous n'auriez pas pris la vignette plutôt que l'image haute définition et ce qui ferait que détection des contours ne marche pas? C'est possible aussi. Hein. Mais donc, vous avez dû choisir couche alpha et là, ça marche. Couche alpha, transparence, voilà. Mais bon, les deux fonctionnent.
Les deux fonctionnent. Bon, simplement, si vous avez un logo, eh bien, on peut faire le test avec un logo. On en a un d'ailleurs de logo. Oui, on va faire le test avec le logo après. Alors, je termine quand même ici. Vous avez donc le cheval qui habille le texte. Alors, vous voyez ce qui se passe? On a donc, il faudrait éloigner quand même le texte du cheval avec ici la valeur de marge d'habillage de texte. Voilà. OK? La valeur de marge d'habillage de texte pour quand même repousser le texte un peu plus loin du cheval. Alors, l'habillage de texte, ça demande quand même pas mal de ressources informatiques parce que c'est difficile pour InDesign. Surtout quand vous commencez à bouger l'image sur du texte comme ça, il doit recalculer à chaque fois, c'est pas évident. Donc, vous étonnez pas que c'est parfois un peu lent, c'est normal. Alors, justement, vous allez essayer de créer le problème dont tu me parles. C'est-à-dire, vous allez faire en sorte, c'est pas pour rien que j'ai pris un cheval et pas un hérisson. C'est parce qu'un cheval, ça a des jambes. Et justement, on a du texte qui rentre parfois, là, dans, entre les jambes, là. C'est pas bien. Il faudrait que le texte ne soit pas comme ça coupé. On est d'accord ? Eh bien, alors, vous avez une fonction ici qui est intéressante dans Options d'habillage. Habiller, plus grande zone. À la place de habiller côté gauche et droit, vous choisissez habiller, plus grande zone. Regardez ce qui va se passer sur le texte. Voilà. On n'a plus des mots qui sont perdus entre les jambes du cheval. Ah, on en a quand même encore là. Bon, mais ça, c'est bien pour faire des mises en page sympas. Mais alors, il faut bien se rendre compte que le cheval, il va rester sur cette page-là, la 49 dans mon cas, et même si le texte bouge, remonte parce que j'enlève du texte avant, redescend parce que je remets du texte dans le texte qui précède, j'ajoute du texte, donc ceci va redescendre vers les pages suivantes. Bon, il faut bien se rendre compte que le cheval, lui, il va rester à cet endroit-là. Il est fixe dans la mise en page. Et ça peut poser des problèmes. Si vous mettez des images dans le flux du texte, elles risquent de passer sous le cheval, vous voyez ce que je veux dire. Bon, mais c'est quand même bien, habillage de texte. Bon, on va essayer avec le logo. Un logo qui ne va pas passer par Photoshop. On a notre logo noir et blanc, je pense, hein, quelque part dans le dossier. Celtic, voilà. Original même, voilà, le noir et blanc. Là. Celtic.png. Ok, alors je teste, je vais mettre le logo sur du texte. Bien. Je vais ici faire le masquage, objet, masque, option, et je vais demander détection des contours. Ben oui, il n'y a pas de couche alpha puisque ça ne vient pas de Photoshop. Voilà. Objet masque, détection des contours, et voilà, ça m'a supprimé, ça me rend invisible le décor autour du logo, le fond blanc. Là, je peux également faire un éloignement moins 15, par exemple. Voilà, comme ça, j'éloigne un peu le contour de masquage, je l'éloigne du logo, comme ça, je suis sûr qu'il ne va pas aller interférer. Vous voyez, moins 30, par exemple. Voilà. Ah oui, vous avez l'option inclure les contours intérieurs. Vous voyez ce que ça fait? Ben oui. Ça fait un masquage en faisant en sorte que les contours intérieurs deviennent transparents partiellement. Mais dans ce cas-ci, ça n'a pas d'intérêt. Il va être sur fond blanc, mon logo. Voilà. Donc ça, c'est la détection des contours.
c'est pour rendre invisible le fond blanc. Mais il n'y a toujours pas d'habillage. Donc, je sélectionne le bloc avec la flèche noire. Les contours du bloc apparaissent en bleu. C'est bien le conteneur qui est sélectionné, pas le contenu. Et dans la palette habillage de texte, j'avais enclenché la deuxième icône. Non, la deuxième icône, c'est pour que ce soit le bloc de l'image qui habille. Non, la troisième icône, pour que ce soit l'objet à l'intérieur qui habille. Et voilà. Sympa, ça, hein? Voilà, voilà. Sans être passé par Photoshop. You noch in der Bäckerliste. Alors, Et donc, vous allez faire des mises en page sympas grâce à l'habillage de texte. Faut pas en abuser non plus, hein. Mais par rapport à ce qu'on sait faire dans Word, voilà, c'est là que la différence va se faire. Aussi. En plus des qualités typographiques de InDesign, vous avez les possibilités de faire des habillages, des effets comme ça, de texte repoussé par les images. Tout marche comme vous voulez. Vous enregistrez le document. Bon. Alors, regardez, vous allez tester après. Je vais ici prendre l'outil rectangle et créer un bloc qui va recouvrir ma page. L'outil rectangle, voilà, a fait un rectangle qui lui cru. Et puis, je vais lui donner une couleur de fond. Je vais lui donner une couleur de fond à ce rectangle. Alors, couleur de fond comme ça, par exemple. Voilà. Et je le fais passer à l'arrière-plan. Objet, disposition, arrière-plan. Voilà. Et évidemment, je me retrouve avec un problème. C'est que le logo, tout à l'heure, sur un fond blanc, il était nickel, mais maintenant, sur un fond de couleur, ça se voit clairement que c'est du masquage de l'image du logo, c'est-à-dire les pixels blancs, je les ai rendus partiellement transparents grâce à la détection des contours. Enfin, vous voyez le problème, hein. Vous savez comment on va faire en sorte que le logo, on se débarrasse du blanc rapidement dans InDesign? non. Je vous montre. Je sélectionne l'image. Objet, effet, transparence. Et je fais passer l'image en mode produit. En mode produit, les pixels de l'image se mélangent à ce qui se trouve en dessous. Et le blanc, en se mélangeant, est perdu en mode produit. Bien sûr, si je prenais le mode éclaircir, il resterait. Mode éclaircir. Voilà. Mode obscurcir, ça marche aussi, hein. Produit ou obscurcir, les deux vont fonctionner. Vous allez vous débarrasser rapidement d'un fond blanc. Ceci dit, ça marche aussi dans Photoshop quand on a un calque qui contient un sujet avec du noir et du blanc. Si vous le faites passer en mode produit, ben le blanc disparaît. Il n'est plus visible. Le principe, c'est que le mode produit, c'est une multiplication des pixels de l'objet avec ce qui se trouve au-dessous. La valeur de luminosité des pixels de l'objet avec ce qui se trouve au-dessous. Dans le but d'assombrir. Mais le blanc n'arrivera jamais à assombrir, hein, et donc c'est pour ça qu'il disparaît. Donc, le problème que vous avez, c'est que le rectangle a pris la fonction d'habillage aussi. Et donc, voilà, quand votre rectangle est sélectionné, il a la troisième icône dans la palette habillage de texte qui est enclenchée. Il suffit d'enclencher la première icône. La première icône, c'est pas d'habillage du tout.
Voilà, le rectangle de fond, là, n'a pas d'habillage. Il n'habille pas, il repousse pas le texte, lui. OK, de retour sur le cheval ou le logo, d'ailleurs, peu importe. Nous allons mettre du texte pour mettre une petite légende, par exemple pour indiquer le crédit photographe ou la race du cheval ou je ne sais quoi, peu importe. Donc, en étant en affichage normal, vous allez sur le côté, ici, sur le côté de la page, créer un bloc texte. Donc, outil bloc texte, un petit bloc texte comme ça. Et ce petit bloc texte, il va utiliser déjà le style de paragraphe standard. D'accord? OK. Et vous indiquez ce que vous voulez comme texte. Voilà. Cheval thaïlandais. Difficile à dire en plus. Ah oui. Ah tiens, tiens. C'est n'importe quoi. C'est juste pour rigoler. Mais donc, le style paragraphe, c'est paragraphe standard, OK. Par contre, l'objet a pris le style d'objet que j'ai utilisé sur la numérotation. Donc, dans la palette style d'objet, il faut que j'indique ici 100. Et en fait, pourquoi est-ce que ça a pris d'office le style d'objet numérotation? Parce que c'est réglé ainsi. On parlera à un certain moment de ces icônes spéciales dans la palette style d'objet. Ça n'est pas là pour décorer, c'est intéressant. Mais sachez simplement que maintenant, vous mettez pour le texte à l'intérieur de ce bloc du paragraphe standard, ça c'est le style de paragraphe. Et le bloc, c'est du 100. Voilà, 100 style d'objet. Dans la palette style d'objet. OK. Et alors, ce texte-là, je vais le déplacer sur le cheval. D'accord? Je le déplace. Et voilà. Vous avez vu? C'est bizarre, ça. Il est là. On le déplace sur le cheval. Il disparaît. Bon, vous avez compris pourquoi? Eh? Non, pas du tout. On peut essayer. Objet disposition, premier plan, il est déjà au premier plan. Forcément, c'est le dernier objet à être arrivé sur la page. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que l'image est en mode habillage. Elle repousse le texte, y compris la petite légende que j'essaye de mettre là sur le cheval pour indiquer que c'est un cheval thaïlandais. Et donc, l'astuce, si je veux mettre du texte qui passe par-dessus une image qui habille, je dois aller dans les options de bloc de texte et cocher l'option « Ignorer l'habillage ». Et là, le texte apparaît. L'option « Ignorer l'habillage » dans les options de bloc de texte. Donc utile si vous voulez mettre des légendes, des crédits photos. Voilà. Alors j'aurais intérêt à prendre une police de caractère bien différente de celle du corps du texte pour qu'on comprenne que c'est une légende qui n'a rien à voir avec le corps du texte. Il y a toujours plein de polices de caractère qui n'ont pas les caractères spéciaux. Donc, pour le français, toutes les polices ne conviennent pas, bien entendu. OK, donc vous avez vu le principe. Hein? Ignorer l'habillage.
Alors, si vous avez beaucoup d'images et que vous devez mettre des légendes pour indiquer ce que ça représente, il faut savoir que InDesign possède un système de légendage automatique. Objet, légende, générer une légende dynamique. Et donc, ça va prendre par exemple le nom du fichier et automatiquement le mettre sous les images. Donc, si vous avez des centaines de photos, vous allez pouvoir les faire une légende automatiquement grâce à cette technique. Ça, on pourra voir le légendage automatique. C'est pas très, très difficile. Voilà. Donc là, même topo, j'ai un bloc texte. Tiens, d'ailleurs, je vais aller créer un style pour mes légendes, là, au départ de l'autre. Ouais, c'est pas bonne question, mais les autres n'avaient que qu'il devait. Voilà. Donc, j'utilise ainsi le paragraphe pour rapidement donner un aspect à mes légendes. Et donc, même topo, quand j'essaye d'approcher ça de mon logo ici, c'est foireux. Le texte part. Le texte part. Et donc, il faut que j'aille dans le menu Objet, Options de bloc de texte et que je coche Ignorer l'habillage. Voilà. OK. Et bien sûr, noir sur noir, c'est foireux, donc je vais quand même mettre mon bloc texte sur un fond blanc. Voilà. En tout cas, voilà. Allergies. And babies. Used to it. Do this thing in it. Did it? Should have been when we need. What do you think? I'm trying. It's clear. I'm happy. To make them never visit. In my thinking moments, C'est une pochette. Oui. Voilà, donc c'est déjà pas mal, hein? C'est déjà pas mal, ça. Habillage de texte. Avec légende par-dessus les images. systems that we have. Là, les légendes, chez moi maintenant, elles ont deux styles. Comme ça, je peux en mettre plein. Donc, dans les styles de paragraphes, elles ont les légendes. Elles utilisent le style légende. Style paragraphe légende. Ah oui. Il va falloir que je remette à jour d'ailleurs. Et il y a un style objet aussi. Hein. Well, Fenêtre style d'objet. Il y a un style d'objet qui va être le style d'objet bloc de légende.
OK. Ça va? Ça va. Ah, c'est du chipo quand même, InDesign. Oui. C'est pour ça qu'il y a plein de gens il y a plein de gens qui détestent ça. Ben, C'est insupportable quand même. Bien, alors vous allez maintenant insérer un objet ancré. Vous cliquez n'importe où avec l'outil texte dans un paragraphe. Vous cliquez n'importe où. Bon, par exemple, à côté de... Oui, peu importe. Moi, je vais le faire à côté d'un hyperlien. Voilà. Ah tiens, il y a des ligatures, dirait-on. Vous voyez ça, les ligatures? Je vais aller voir si je peux désactiver ça. Oui. Vous avez parfois, c'est l'occasion d'en parler parce que je le vois ici, et vous avez parfois des lettres qui sont collées l'une à l'autre, comme ça. C'est les ligatures. Si par exemple je tape le mot efficace, voilà, le point du i n'existe pas. Il est suggéré par le F ici. Donc c'est ce qu'on appelle des ligatures. Si ça vous ennuie, il va falloir aller désactiver cette option dans le style de paragraphe corps du texte. Donc je clique à côté de tout et je vais double-cliquer sur le style corps du texte. Et dans format de caractère de base, vous avez ici les ligatures que vous pouvez décocher. Vous allez remarquer, et là je vais zoomer sur mon texte à ligature, comme ça vous allez le voir en temps réel. Vous allez remarquer que les ligatures vont se supprimer dès que je décoche ça. Voilà. Donc si vous préférez que ce soit comme ça, vous faites comme ça. Voilà, voilà, c'est un détail, mais pourquoi pas. La typo, c'est toujours une somme de détails, de petits détails. Vous avez parfois, c'est l'occasion d'en parler parce que je le vois ici, et vous avez parfois des lettres qui sont collées l'une à l'autre, comme ça. C'est les ligatures. Si par exemple je tape le mot efficace, voilà, le point du i n'existe pas. Il est suggéré par le F ici. Donc c'est ce qu'on appelle des ligatures. Si ça vous ennuie, il va falloir aller désactiver cette option dans le style de paragraphe corps du texte. Donc je clique à côté de tout et je vais double-cliquer sur le style corps du texte. Et dans format de caractère de base, vous avez ici les ligatures que vous pouvez décocher. Vous allez remarquer, et là je vais zoomer sur mon texte à ligature, comme ça vous allez le voir en temps réel. Vous allez remarquer que les ligatures vont se supprimer dès que je décoche ça. Voilà. Donc si vous préférez que ce soit comme ça, vous faites comme ça. Voilà, voilà, c'est un détail, mais pourquoi pas. La typo, c'est toujours une somme de détails, de petits détails. Bon, ben on va voir comment faire un hyperlien dans votre texte, c'est-à-dire une partie du texte va nous mener vers soit une autre page, ça peut être une autre page du document, soit même une autre partie de la page, si vous avez des pages très longues, ce qu'on appelle vers une encre, ou alors vers une page web. OK, alors allez-y, sélectionnez un mot avec l'outil texte. Vous allez dans le menu Fenêtre, Objet interactif, hyperlien. Menu Fenêtre, Objet interactif, hyperlien. Alors moi, dans mon document, j'en ai déjà plein qui sont arrivés par l'importation du texte de Wikipédia.
Mais vous n'en avez pas normalement. Vous allez dans le menu de la palette hyperlien, vous dites nouvel hyperlien. Lien vers quoi? Lien vers une URL, une adresse web, donc vers un fichier, vers un courrier électronique, parce que oui, on pourrait aussi mettre une adresse mail. Quand on clique dessus, ça ouvre le gestionnaire de mail. Enfin, vous connaissez, hein, quand vous cliquez sur des pages web, ça vous ouvre parfois votre logiciel de messagerie. Vers une page de InDesign, vers une partie d'une page. Bon, ici, c'est URL, et vous allez taper, non pas HTTP mâchoire, mais par exemple, Adobe, on va taper adobe.com, ou ce que vous voulez comme site que vous connaissez qui fonctionne. Et vous cliquez sur OK. Ah oui, attendez un peu. Vous êtes en rectangle invisible ici? Oui. Oui, c'est dans CS4 qu'il est indiqué rectangle visible et il faudra le faire passer en invisible. Mais là, dans CS6, c'est en invisible, donc c'est parfait, c'est ce qu'il faut. OK. Ah oui, tiens, je viens de reconnecter le web et j'ai plein de petites boules vertes qui sont apparues pour me dire que les liens fonctionnent. Oui, parce qu'en permanence, il regarde si les liens fonctionnent. Vous avez ça aussi? Vous avez votre lien? Oui. Qui s'appelle donc, c'est le nom mâchoire ici. Voilà. Avec une petite boule verte. Vous n'avez pas de boule verte? OK, c'est sans doute une nouveauté ici. OK. Bon, d'accord. Alors, si je double-clique sur le lien, là, vous le voyez dans la palette hyperlien, votre hyperlien, vous le voyez. OK, si vous double-cliquez sur lui, vous allez pouvoir le remodifier si vous voulez. Ça, vous ne vous occupez pas. Cible l'hyperlien partagé, ce n'est pas intéressant pour vous. Je vais taper n'importe quoi comme adresse web, adobe-glue. OK. Chez moi, j'ai la petite boule rouge. Donc, ça veut dire que le lien ne fonctionne pas et il pointe vers quelque chose qui n'existe pas. Donc, vous voyez que ça fonctionne bien. Je veux dire, ça regarde en permanence sur le web. Si on est connecté au web, ça regarde si les liens sont corrects. Oui. Comment dans CS6, vous pouvez savoir que le lien fonctionne? Je ne crois pas que c'est prévu. Il faudra tester. Notamment en faisant une exportation vers le PDF et en cliquant sur les liens. OK, enregistrer le document. Et on va faire une exportation PDF avec les liens cliquables. Fichier exporté. Okay. Adobe PDF pour l'impression. Oui, ça va peut-être fonctionner, on va tester. Vous avez autre chose? Vous avez Adobe PDF interactif dans CS6. OK. Oui, parce que je ne me souviens pas toujours à quel moment les choses sont apparues. Bon, on va essayer Adobe PDF pour l'impression. Donc, vous enregistrez ça dans le dossier d'aujourd'hui ou sur le bureau, peu importe. Voilà. Et alors, vous avez certainement quelque chose qui s'appelle ici élément interactif. On a inclure. Voilà, vous avez inclure pour les hyperliens, etc. Bon, on va voir si ça fonctionne. Les boîtes qui apparaissent, là, vous cliquez sur OK. Et donc, c'est en train ici, dans CC 2015, de travailler en arrière-plan. C'était visible ici. Il y avait un petit truc qui bougeait. Mais sinon, dans CC, vous avez des petites cigarettes qui apparaissent pour vous montrer la progression de l'exportation. Ah, vous n'avez rien Non. Ah, vous êtes certain, il n'a pas changé de couleur, rien? Ah, parce qu'il vous a mis en fait automatiquement un style de caractère dessus. Il vous a créé un style de caractère dans la palette style de caractère, menu texte style de caractère. Vous avez un style de caractère qui s'appelle hyperlien.
Et d'ailleurs, on voit que le bleu ici est différent de celui des liens qui venaient du navigateur web. Il faudra uniformiser ça. Ça peut pas rester comme ça. Mais en tout cas, voilà, ça c'est un style de caractère qui a été mis sur le mot pour que les gens sachent que c'est un lien. C'est en bleu et c'est souligné. Ok, vous n'avez pas donc... alors on va... Venez redouble-cliquer sur votre lien dans la palette iconique. Ici, un style de caractère, donc dans la boîte d'édition de votre hyperlien. Qu'est-ce qu'il est indiqué 100? Ah ben choisissez hyperlien alors. Il n'y a pas? Non, mais quelle misère. Il y a ou il n'y a pas? Il y en a qui ont. Non, il n'y a pas. Bon, ben faites nouveau style de caractère là. Nouveau style de caractère que vous allez appeler hyperlien. Vous choisissez couleur des caractères, vous choisissez du bleu. Et option de soulignement, ben, ça doit être souligné. OK, OK. Et là, maintenant, vous avez votre mot, votre hyperlien qui est souligné, et vous avez votre style de caractère qui apparaît dans la palette style de caractère? Oui. Oui, super. Voilà, donc, oui, voilà. Donc, exportation PDF. Bon, j'ai déjà fait l'exportation PDF. Je vais aller voir ça dans le dossier d'aujourd'hui. Le PDF, je vais l'ouvrir dans Acrobat Reader. Un logiciel de lecture de PDF. Voilà. Et c'était sur quelle page, au fait, mon hyperlien que j'ai créé? Sur la page 52. L'hyperlien mâchoire. Je vais donc sur la page 52. J'ai un hyperlien mâchoire ici. Quand je survole dans Acrobat, il ne marche pas. Chez vous, ça marche? Oui, il fonctionne? Bon. Il va falloir que je refasse l'exportation. Parce qu'en fait, normalement, il faudrait faire une exportation vers un PDF interactif. Je recommence. Fichier exporté. Oui, il faut inclure les hyperliens, sauf que la boîte a peut-être un peu changé entre la version que tu as et la mienne. Tu vois, hyperlien n'est pas cochable chez moi. Oui. Ça veut dire que je devrais faire une exportation vers un PDF interactif, je pense. Ouais. Bon, ben alors, je fais faire ça. Hein. Fichier exporté. Oui, il y a quelque chose qui a changé entre les versions anciennes et les versions récentes. Donc, Adobe PDF interactif. Et là, forcément, les hyperliens vont fonctionner là-dedans. Tiens, je vais enclencher l'option Publish Online. Vous ne l'avez pas, celle-là. Quand vous faites une exportation vers du PDF interactif, ça, vous ne l'avez pas, c'est nouveau. Mais je vais l'enclencher tant que j'y suis. Il va faire un Publish Online après l'exportation du PDF. OK. Ça va. Et quand vous faisiez une exportation PDF impression, l'hyperlien fonctionnait? Non. Il faut vraiment faire un PDF interactif alors. Donc, j'ouvre le document PDF. Je vais à la page 52, zoomer sur mon mot mâchoire.
Quand je survole, oui, ça se transforme en une petite main, en effet. Quand je clique, ça va ouvrir le site web Adobe. OK. Autorisé, voilà. Parfait. مثلا ألف كان نت Super. لفت Et sinon, j'ai aussi fait un publish online, comme ça vous voyez. Donc, en plus de l'exportation en PDF interactif sur le disque dur, il y a un publish online, c'est-à-dire que sur le web, il y a ici le document disponible pour tous. C'est la reliée de la terre. Ah, il suffit de donner l'adresse, hein, cette adresse-là, il suffit de la transférer à quelqu'un et n'importe qui peut la voir. La best 8 stars. Je pense que ça va rester tout le temps. Je ne crois pas qu'il y ait de limite dans le temps. C'est beau. Il y a peut-être une limite dans la quantité de données qu'on peut envoyer. À partir de 2 térabytes, peut-être qu'ils vont vous dire qu'il faut upgrader vers un système... oui, peut-être qu'ils vont dire ça. Bon, c'est pas extraordinaire comme système, c'est juste pour montrer à des gens rapidement un document qu'on a fait. Si on ne sait pas faire de site web, ça peut être sympa. c'est alternatif, c'est ça. Non, ça c'est Publish Online. PDF interactif, c'est celui qui est là, ouvert actuellement dans Acrobat et qui ressemble au PDF normal, sauf que les hyperliens fonctionnent. On pourra mettre de la vidéo, de l'audio, des boutons, faire un peu comme un site web. Des ancrages, c'est bon, Oui, les encres, on aura un menu sur la gauche, par exemple, avec différents noms. Quand on clique, ça nous amène vers telle ou telle partie du texte. Oui, ce ne sera pas tout à fait comme un site web, mais ça s'en rapproche.